Ce soir, on va parler multivers, engagement des mécènes, et j'espère aussi qu'on va s'amuser ce soir. C'est un petit peu le projet. Et pour ça, je vous ai prévu le meilleur de l'amusement pour démarrer la soirée. J'invite à me rejoindre sur scène Éric Richard, président du fonds dotation Kerpap, Caroline Marin, directrice du centre de Kerpap, Pascal Stéphane, responsable du fonds de dotation Kerpap, toujours, Emile Robert, directeur du développement du football club Lorient. Est-il ici? Il est là, il ne savait pas, c'est la surprise. Et Jacques Kerdraon, président du comité scientifique du fonds aussi. Est-il ici? Il est juste là. Bienvenue, je vais vous passer un micro. Mais peut-être je peux laisser la parole à notre hôte de ce soir. Un petit mot de bienvenue. Un petit bilan de la saison. Non, alors on va pas aller sur ce terrain-là. Non, d'accord, très bien. Ouais. On en reparle dans 2-3 mois. Ça marche. Merci. Oui, donc je vais ouvrir le bal du coup. Merci beaucoup pour cette passe décisive. Donc bienvenue à tous. Donc, Emmanuel Robert, directeur du développement du Football Club de Lorient. Football Club de Lorient, mécène du fonds de dotation de Kerpap. On n'a pas révisé, Pascal, donc si vous pouvez me glisser notre date d'arrivée au fond, 2018. Et voilà, donc on a pris depuis l'habitude de recevoir cette soirée de gala du Giving Tuesday ici au Salon du Port, au Stade du Moustoir. Donc c'est toujours un plaisir. En plus, vous alternez les formats, Pascal, donc on ne s'ennuie pas. Et donc voilà, un plaisir de vous recevoir ce soir avec un sujet intéressant auquel je ne connais pas grand-chose. Donc j'ai 2 bonnes raisons de venir ici ce soir, vous accueillir et découvrir, en savoir plus sur le métaverse. Donc je ne veux pas vous refaire l'histoire de la relation entre le CEL et le fonds de dotation, vous en parlerez peut-être. Pour nous, c'était tout naturel de devenir mécène du fonds de dotation, à la fois par la proximité géographique de Kerpap et du centre d'entraînement du FC Lorient, qui sont situés à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, et également par les relations qui nous unissent. On a parfois des joueurs qui fréquentent le centre de Kerpap. On a des liens bien plus ancien que ce mécénat. Et donc, voilà, c'est sous l'égide de Fabrice Boquet, notre ancien directeur général, que nous avions rejoint le cercle des mécènes. Et nous y sommes toujours et probablement pour très longtemps. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite de vous instruire comme moi ce soir avec nos conférenciers. Merci beaucoup, Eric. La parole à Caroline. Caroline, oui. Oui. Je vous laisse gérer le micro. Merci Emmanuel. Madame la députée, messieurs les élus, chers mécènes, chers partenaires, chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer avec vous la journée mondiale du don et de la générosité chez notre mécène le FCL, que nous remercions pour son accueil et soutien à l'organisation de cette soirée. Le fonds de dotation a été créé en 2016, 7 années d'existence, presque 40 projets soutenus et une levée de fonds qui devrait atteindre fin 2023 plus de 4 millions d'euros. Un grand merci à tous nos mécènes et donateurs pour leur confiance et leur soutien aux projets innovants portés par les équipes du centre de Kerpap pour contribuer à des soins d'excellence et participer à une meilleure inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Merci à Pascal, Nathalie et Caroline pour tout le travail accompli dans les préparatifs de l'événement de cette soirée. Nous célébrons aussi ce soir avec vous la générosité de nos mécènes qui nous honorent et nous obligent à poursuivre nos actions car il reste tout à faire. Nous vous souhaitons une bonne soirée à tous. Merci. Donc, merci également à tous d'être présents, à tous nos mécènes présents et à venir, à tous les supporters du fonds de dotation, alors ici présents aussi ce soir, mais aussi les empêcher parce qu'on a eu quelques défections du fait des infections qui traînent en ce moment. Et puis un grand merci à tous ceux qui ont organisé cette journée, qu'ils soient sur l'estrade et dans la salle. Donc à fond, merci. On est très heureux de vous accueillir pour cette soirée, ce soir, qui, on l'espère, va témoigner de la chaleur qui fait la valeur de nos liens. Et puis toujours au service
de l'innovation au profit du handicap et puis au profit des projets soutenus par le centre de Kerpap et surtout ses équipes. Vous allez avoir au cours de la soirée plein de clins d'œil sur les projets qui sont soutenus par le fonds, donc j'alimente juste un teasing et j'en dis pas plus. Et juste quelques mots par contre sur le centre de Kerpap et son actualité. Donc le centre poursuit bien sûr, il a toujours une très bonne activité qui va encore augmenter en 2024 parce qu'on a de nouveaux projets d'hôpitaux de jour et d'hospitalisation conventionnelle, puisqu'on va retrouver une nouvelle unité après notre longue restructuration de chacune de nos unités. On a une réforme de financement qui s'annonce comme tous les établissements de notre nature, mais qui s'annonce plutôt sous de bons auspices. Donc on est très content d'aller au-devant de cette réforme. L'établissement continue d'être très attractif. On recrute à Kerpap et ça c'est une bonne chose. C'est pas fréquent, vous savez, dans le milieu hospitalier qui traverse un moment pas facile. Mais donc nous sommes contents de continuer à accueillir des collaborateurs dans nos équipes. Ça témoigne très certainement d'une bonne santé de l'établissement et puis de la qualité de fonctionnement de nos équipes et puis aussi de la force de nos valeurs, les valeurs mutualistes qui parlent chaque jour dans nos équipes. On continue les restructurations. Début 2024, le SMR polyvalent, le service polyvalent qui se trouve aujourd'hui dans le bâtiment d'Ikera Liga, va déménager dans le nouveau bâtiment neuf. La construction se poursuit et le bâtiment va être livré à temps, ce qui permettra de reprendre un peu ce bâtiment au printemps pour y accueillir à l'automne la filière addictologie. Et puis on continue sur les restructurations de nos équipements. Voilà, c'est un établissement qui a été repris dans les années 50, 60. Donc on continue les restructurations des gros équipements ou des petits. Il y a aussi un gros projet piscine, comme vous le savez, qui est une figure un peu emblématique de Kerpap et qui a besoin de la mobilisation pour être également financé. Donc voilà, on a toujours besoin malgré tout d'être accompagné sur nos innovations et puis pour le confort des patients et le confort des équipes. Donc merci à tous et merci d'avance pour votre soutien d'aujourd'hui et celui de demain. Et puis voilà, très bonne soirée à vous. On a hâte de découvrir, d'être stimulé, parce qu'on aime bien, c'est dans l'ADN de Kerpap d'être stimulé autour de l'innovation. Donc on attend de cette soirée toujours des stimuli intellectuels. Donc voilà, et puis beaucoup de chaleur humaine comme on sait faire. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Pascal, un mot ? Oui, bonsoir à tous et ravi de cette 3e édition chez notre mécène, le FCL, pour la Journée mondiale du don et de la générosité. Je ne vais pas y revenir, mais qui est arrivée en France en 2018 et qui a été créée aux États-Unis en 2012. Voilà, donc aujourd'hui, dans 150 pays dans le monde, des organisations comme celle du Fonds de dotation célèbrent le don et la générosité. Je voulais remercier tous nos grands mécènes présents ce soir, tous les représentants, et plus particulièrement des personnes qui nous connaissent depuis peut-être un petit peu moins longtemps, mais qu'on est vraiment ravis et honorés d'accueillir. Je vais quand même les citer, ils ne sont pas très très nombreux, donc je vais les citer. Donc il y a le Club Alliance Pro 56, voilà, qu'on a reçu à Kerpap avec une visite, qui avait fait un premier don et qui nous soutient pour la 2e fois avec leur présence ce soir. Merci à vous. Des représentants de... Des représentants de l'Université Bretagne Sud, voilà, c'est... Merci pour votre présence. Une nouveauté, et on est ravis d'accueillir l'étude notariale Quai des Indes de Lorient, voilà, qui est là ce soir. Ils sont aussi. ici. Les représentants de l'entreprise Le Garec, voilà, qui étaient au défi de Kerpap et qui nous soutiennent pour la 2e fois. Soit-il. Le club Océan 47, voilà, qui a organisé des compétitions de golf 2 fois de suite, avec un soutien
à l'innovation à Carpap. Merci d'être présent également. Et les institutionnels voilà, qui nous soutiennent sous différentes formes et vraiment avec beaucoup d'engagement. Alban Ragani du MEDEF, président du MEDEF 56. La CCI, représentée par Loïc Bardin, je ne l'ai pas vu arriver, mais peut-être qu'il est arrivé. Et monsieur... Il se gare. Il se gare, sans doute. Il se gare, souvent. Et monsieur Dutief, donc, qui est élu CCI également et qui représente la CCI ce soir. Merci beaucoup de votre présence. On attendra la fin de soirée pour remercier tous les mécènes, parce que cette soirée est organisée grâce à des mécènes aussi, sur le plan du dîner. Voilà. Et une des valeurs du fonds, c'est à travers sa sphère politique, des valeurs de solidarité, d'engagement et de dépenses de 8% de frais de gestion. Donc on est beaucoup dans des organisations d'événements grâce à des mécènes que vous retrouverez les logos sur les menus qui sont sur les tables. Et puis on les remerciera bien sûr. Et puis l'équipe de restauration de Carpap, voilà, qui se prépare pour une très belle soirée. Vous allez croiser Sonia Lorec. Alors je vous dis très rapidement, il y a un studio, n'hésitez pas à faire des photos de famille, entre amis. Voilà, c'est un peu l'idée. Avec François aussi. Voilà. Qui n'hésite pas. Et puis, secondairement, on vous adressera bien sûr toutes les photos et la vidéo qui sera réalisée, voilà, pour vous remercier et partager avec vous, j'espère, cette belle soirée ensemble. Merci en tout cas à tous d'être présents et merci aux équipes de Carpap aussi qui vont vous montrer l'excellence des projets innovants, enfin certains qui vont être présentés. Merci et bonne soirée. Jacques Cadraon, un petit mot, une poésie, une chanson. Oui. Ouais. Bon, très rapidement, c'est une grande fierté de représenter le comité scientifique, enfin, et à double titre, puisque médecin à Carpap depuis plus de 20 ans et de pouvoir avoir accompagné un certain nombre des projets qui vont être présentés ce soir. Et puis aussi le comité scientifique avec leurs différents représentants, leurs compétences dans différents domaines, puisque les projets, avec la confiance de nos mécènes, c'est dans le domaine du handicap. Et puis aussi une grande bienveillance dans cette approche. Voilà, donc grand merci à tous et la confiance qui nous est accordée sur ces projets. Merci à tous les 5. Vous allez pouvoir regagner vos places. Et le moment est venu, messieurs, dames, le moment que vous attendez tous et toutes, j'en suis sûr. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements David Naon pour sa conférence. Et si le métaverse n'était pas ce que vous croyez, il nous vient de Paris, il a visité le centre Carpap, il est là. David, est-ce que vous permettez que je vous présente rapidement à nos convives de ce soir? David est directeur de l'innovation pour l'expérience immersive de Dassault Systèmes et cofondateur et président de l'AFXR. Depuis 1995, David Naon a conçu des douzaines d'expériences immersives et est activement impliqué dans la communauté scientifique autour de la XR, qu'on peut traduire en français par la réalité étendue. Voilà. David est aussi animateur clé de la communauté XR française. Mesdames et messieurs, je vous laisse pour cette conférence avec David Naon. On peut l'applaudir une dernière fois pour l'encourager, pour lui donner de la chaleur. Alors, vous m'excuserez, alors c'est un joli mélange de slides en français, de planches en français, en anglais, voilà. Et vous m'excuserez, il y aura plein d'anglicismes dans ce que je vais dire parce que ça sort comme ça. Et si vous comprenez vraiment pas, vous faites des signes à mon camarade animateur et il m'interrompra ou je ne sais pas. Ok ? Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Donc on est parti pour 45 minutes, plus 30 minutes de questions-réponses. Il y aura peut-être des questions-réponses pendant, voilà. Je vais me présenter un petit peu et présenter un peu les structures d'où je viens. Et puis je vais vous parler, enfin, un peu expliquer les mots métavers, immersion, AR, VR, MR, XR, ces choses-là.
parler de présence et de voilà. Mais surtout, après ça, m'appuyer sur ce que j'ai pu faire moi dans l'industrie manufacturière, puisque je viens d'une entreprise qui vend des produits, des solutions pour l'industrie, en tout cas à l'origine, et voir comment ça peut se décliner dans le monde de la santé aussi, et en regardant ce qu'on a pu faire en B2B. J'espère que B2B, c'est pas un trop gros mot pour vous. Tout le monde comprend B2B? Ok. Après, on va regarder un peu ce qui se passe en B2B2C. Bon, ben, je ferai les sous-titres pour ceux qui ont l'air de faire trop la grimace. Voilà. Mais on va regarder un petit peu historiquement comment on en est arrivé là aujourd'hui, à parler de métavers et pourquoi on parle de métavers. Et qu'est-ce que ça risque aussi d'avoir comme conséquence cette espèce d'énorme démocratisation de technologies très puissantes. Allez, c'est parti. Alors, je représente une association qui s'appelle l'AFXR, qui est une association française qui regroupe des professionnels, des chercheurs et des populations intéressées par ces technos-là immersives. XR, vous allez voir, on en parlera, c'est en anglais Extended Reality, et donc en français, réalité étendue. Voilà. Donc ça, c'est une de mes casquettes. La deuxième, c'est une méta-association ou une fédération d'associations, dont celle que j'ai contribué à co-créer et présider. Mais avec un autre ensemble d'associations, on a décidé de passer un peu plus à l'échelle et d'influencer en particulier les grands décideurs politiques, publics et pourquoi pas privés, pour transmettre en fait ce qu'on a à expliciter sur ce domaine que sont ces réalités étendues. Et puis je représente donc un industriel, un éditeur de logiciels qui s'appelle Dassault Systèmes. Si vous me dites ouais chez Dassault machin, je vous répondrai même pas. Nous on travaille chez Dassault Systèmes. Okay. Vous nous connaissez certainement parce qu'il y a deux marques qui sont assez connues qui s'appellent CATIA et SolidWorks. Qui connaît l'une ou l'autre de ces marques? Ouais, un petit cinquième. On a bien d'autres marques, bien d'autres produits. Je ne suis pas du tout là pour faire la réclame. Et vous voyez, là, il y a un avion. Il y a marqué défense. Donc ça, c'est une des industries qu'adresse Dassault Systèmes. Dassault Systèmes n'est pas Dassault Aviation. On fait des logiciels qui, entre autres, servent à notre cousin Dassault Aviation. Les deux groupes sont en fait des filiales d'une holding plus grande, mais c'est à peu près tout ce qui nous rassemble. Et on adresse donc voilà, une douzaine d'industries. On est dans tout ce qui, en gros, se fabrique, et plus la santé. Voilà. Et ça, c'est des slides qui viennent de notre présentation corporate. Et il s'avère que sur notre présentation corporate, on montre des personnes de l'univers médical. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on a cette conviction que le virtuel, en tout cas, peut apporter au réel des choses importantes. Et on en a tellement la conviction que notre sujet maintenant de focalisation, c'est l'expérience, c'est le jumeau virtuel, ou le jumeau numérique en français, de l'expérience humaine. Et vraiment mettre l'humain au cœur de l'expérience, c'est pour mon employeur extrêmement important. Et vous allez voir que les sujets dont on va parler là parlent de l'utilisateur et du cœur et du corps des personnes en situation d'interaction. Allez, encore 2 slides pour expliquer que Dassault Systèmes s'intéresse du coup à ce que ces produits manufacturés s'intègrent sur la planète et dans l'écosystème global dans lequel on habite d'une manière harmonieuse avec donc, les personnes. Et voilà, grosso modo, la petite introduction. Métavers. On va y aller, on va essayer d'y aller doucement, donc pas comme ça, parce que ça c'est la définition, on va dire un peu rigoureuse, un peu scientifique, qui a émergé de beaucoup de conversations au sein des différentes associations. Et voilà, alors il y a beaucoup de gros mots, on
on parle de simulation 3D, de persistance, de temps réel, d'interopérabilité, de continuité, de l'identité des objets, des données et des droits. Ça s'expérimente de façon synchrone, ensemble, par un nombre important d'utilisateurs potentiellement, chacun ayant un sentiment individuel de présence et d'incarnation. Ça, c'est très important et on va voir pourquoi. Dit plus simplement, je vous propose 3 définitions qui permettent en gros, si on vous demande, il a raconté quoi le gars là, à la soirée, métavers, vous dites, oh, c'est un réseau spatial. Donc c'est comme un réseau social, mais il y a de l'espace. Et c'est vraiment ça qui le différencie de ce qu'on peut faire aujourd'hui en étant ensemble sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un espace. En gros, on est dans le métavers. On ne regarde pas le métavers, on est dedans. Et donc, la notion d'espace et d'immersion. Après, il y a une notion de territoire digitaux. Et l'idée qu'on va visiter naturellement avec notre corps et dans lequel il est possible d'interagir avec d'autres personnes et avec des éléments de l'espace. Donc, en gros, on habite, on visite, on est dans le métavers, c'est ce que je disais précédemment, avec d'autres gens. Et on y est ensemble. Et du coup, c'est des territoires, puisqu'il y a un espace. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, ah oui, ça peut se conquérir un territoire. Et on va voir que ça a de l'importance plus tard. Et puis, du coup, pour reprendre une formule qui n'est pas à moi, c'est un peu des nouveaux mondes, justement, voilà, à venir explorer, à venir habiter. Et ces nouveaux mondes, soit ils se substituent au monde dans lequel notre corps physique évolue, on est obligé d'utiliser cette phrase tordue, parce que si je dis ça se substitue à la réalité, je sous-entends que du coup, c'est pas la réalité. Or, ça s'appelle réalité virtuelle, donc du coup, il y aurait un paradoxe. Donc, en tout cas, on vit dans un monde dans lequel notre corps est, et ça, on n'y échappera pas. Et donc, la réalité virtuelle, c'est nous emmener dans un autre monde, avec notre corps toujours, ou qui complémente le monde dans lequel notre corps se situe. Et là, on parle de réalité augmentée. C'est-à-dire qu'il y a le monde, notre monde qui est là, et puis des éléments numériques, digitaux, virtuels, qui s'y mélangent. Voilà. Donc ça, c'est aussi une façon d'expliquer la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et on va y venir en détail. Et là où je veux vous emmener, c'est qu'on va beaucoup parler justement de ces 2 sujets-là, donc de la XR, parce qu'en fait, on ne peut pas parler de métavers si on ne parle pas d'immersion. Pourquoi? Parce que sinon, Second Life, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce qu'est Second Life, en gros? Ouais, en gros. Second Life, si ça avait été du métavers, ça se saurait. On n'utiliserait pas ce mot-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Second Life et ce que moi j'appelle le métavers? C'est cette dimension sensorimotrice, c'est le fait qu'on est dans le métavers. Alors que finalement, si on regarde Second Life, on est devant un écran. Alors oui, avec notre avatar. Il se passe des trucs dans notre cerveau super importants, entre autres l'effet Proteus, on y reviendra éventuellement, mais ça n'a pas cette puissance qu'a l'immersion sensorimotrice telle que je voudrais maintenant un petit peu la définir. Ça va jusque-là? Personne n'a l'air de protester. Ok. Alors, je fais un petit sondage aussi avant de parler d'immersion. Qui, dans cette salle, a déjà chaussé un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte? Levez la main. Oh là là là. Alors là, on est sur un quasi 100%. À moins qu'il y ait des gens qui fassent semblant pour faire croire qu'ils sont dans le coup. Non, mais quasiment tout le monde. Ok. Alors du coup, parmi ces gens-là, qui en connaît la marque? Ah, déjà vachement moins. Hein. Là, on est à plus qu'une quinzaine de... 15%. Ok. Parmi ceux-là, qui en utilise un au bureau ou à la maison? Enfin, en gros, régulièrement. Alors là, on n'a plus que 4 personnes, ou alors le monsieur il faisait coucou à je ne sais pas qui. Ok. Et qui en utilise à la maison, du coup, parmi ceux-là? C'est-à-dire pas au bureau. Un héros. Et est-ce que vous en êtes l'utilisateur principal? Ouais, voilà. Bon, donc j'ai quand même pas mal de trucs, j'espère, à vous apprendre sur ce sujet. Alors,
on va parler un peu de science. C'est très verbeux, excusez-moi. Mais en gros, il y a des gens, en 1994, qui ont écrit un papier qui a vraiment fait foi dans la communauté scientifique et qui a parlé de ce continuum de la réalité mixte qui va du réel au virtuel, pur. Donc, comme je vous disais, le réel, on sait à peu près ce que c'est. Le virtuel pur, c'est quand on vient remplacer la réalité qui est autour de nous par des éléments purement et intégralement numériques. Et entre les deux, il y a un continuum, suivant qu'on y met plus ou moins de réel ou plus ou moins de virtuel. Voilà. Donc ça s'appelle le continuum de la réalité mixte, ou le continuum réalité-virtualité. Et voilà. Et du coup, je voulais amener... Alors, ça, c'est un peu exotique, mais vous avez tous, du coup, entendu parler de la réalité augmentée. Donc, il y a surtout du réel, et on vient y mettre quelques éléments virtuels pour le compléter. Après, il y a un peu son pendant, qui est... on a beaucoup de virtuel et un peu de réel. Par exemple, on voit ses mains, on voit son corps, on voit d'autres personnes ou des éléments de la réalité qui sont autour de nous. Et ça, on en voit de plus en plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais raconter là-dessus ? Microsoft n'a pas inventé la réalité mixte, la mixed reality, même si tous leurs produits parlent de ça. Apple vient d'introduire un nouveau wording qui s'appelle le spatial computing. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça redonne cette dimension spatiale dont je parlais de mes réseaux spatiaux. Nous, on a utilisé le mot chez Dassault Systèmes Immersive Virtuality. Le mot virtuality n'existant pas en anglais. Mais peu importe, parce qu'on s'intéresse en fait à la dimension immersive, à ce que ça fait à l'utilisateur. Alors que si je parle de AR ou de VR ou de MR, on parle de technologie. Et nous, ce qui nous intéresse, surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que ça fait à l'utilisateur. Donc on va en parler de ça. Si vous voulez utiliser donc, le mot générique, c'est XR. Donc XR, c'est malin parce que c'est X, l'inconnu X, whatever, R, donc c'est M. Sur cette magnifique slide, vous voyez donc une personne qui est en situation d'interaction et de perception à travers une boucle qu'on appelle la boucle sensorimotrice. Vas-y. Donc tu agis et tu perçois. Tu vois ? Voilà. Donc c'est cool. Et en gros, ce qui est important, c'est que tu agis et tu perçois très vite. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps. C'est en continu. Et si possible, en moins de quelques dizaines de millisecondes. Ok. Bon, en gros, avant de trop rigoler, ce qui se passe, c'est que quand on utilise un casque de réalité virtuelle, typiquement, si par exemple je me déplace, il y a des capteurs sur mon casque, l'ordinateur, il sait que les capteurs ont bougé et il va changer le point de vue qui correspond à là où je me suis déplacé. Et du coup, il va changer l'image et moi, je vais percevoir la nouvelle image avec mes yeux. Et donc ça, cette boucle-là, si c'est bien une boucle fermée, et si cette boucle fermée se déroule à une vitesse suffisamment rapide, donc avec peu de latence, donc quelques dizaines de millisecondes, il va se passer un truc. Et un truc bien particulier dans le cerveau de l'utilisateur. Alors là, je vais prendre des risques énormes parce que je vais vous parler de neurosciences. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études autour de ça, mais j'ai quand même eu la chance de fréquenter pas mal de scientifiques de ce monde-là, entre autres Roland Jouvin, qui était un utilisateur des logiciels que je développais à une époque. Et donc, je vais lui emprunter cette métaphore où il parle du cheval et du cavalier. Et il dit qu'en gros, notre cerveau, il est fait de deux parties. Une partie qui est la même que celle du cheval, qui est une partie animale très vive, très rapide, et le cavalier qui est dessus, qui lui représenterait donc, notre néocortex, notre cortex préfrontal, qui est le siège de la connaissance, du langage, de la raison, enfin de tout un tas de capacités qu'on a, très malléables, très flexibles, mais très lentes et très consommatrices d'énergie. Et en gros, il dit notre cerveau, ben voilà, c'est la réunion entre le cheval, donc le cerveau reptilien, et le cerveau limbique.
et le cavalier, le néocortex. Et tout ça ensemble, ça communique comme il faut, comme il va bien. Et le cheval, en gros, comme je l'ai dit, il est très rapide. Quand on est, par exemple, en train de galoper sur un chemin et qu'il y a un chevreuil qui passe, c'est pas le cavalier qui va se dire là, si je continue comme ça, dans une seconde, je vais percuter. Non, il va falloir peut-être que je ralentisse. C'est le cheval qui va décider. Et le cheval, il va décider, il va sauter ou il va se cabrer et faire tomber le cavalier. Cette métaphore, je pense qu'elle est utile pour montrer à la fois la puissance et la rapidité d'une partie de notre cerveau qui n'a pas besoin de réfléchir, et à la fois, finalement, la vivacité de cette partie animale qui, des fois, fait des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir fait ou de faire. Quoi qu'il en soit, le domaine Immersive Virtuality que je le définis comme étant cette capacité à aller parler au cheval, en gros. Donc aller stimuler directement des zones profondes de notre cerveau, et je ne l'ai pas dit dans la slide précédente, mais entre autres, donc dans le cerveau limbique, dans le cerveau reptilien, il y a des zones qui sont très importantes, en particulier donc c'est là où les émotions se passent, et c'est aussi là que la mémorisation a lieu, c'est aussi là que certaines fonctions exécutives ont lieu. Je vais essayer de ne pas trop dire de bêtises, vous m'arrêtez hein, si je dis que des bêtises. Mais voilà, donc en gros, c'est super puissant. Et c'est certainement particulièrement puissant pour les métiers qui sont pratiqués chez CARPAP, parce que justement, c'est souvent dans le cheval qu'il y a un problème. Et donc la VR a des vertus pour aller soigner ou diagnostiquer des personnes qui sont empêchées à cause du cheval qui ne marche pas bien. Bon, Sofa, ça va? Vous n'avez pas trop faim? Ça va? Un peu? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Alors, je vais détailler, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a appris dans le monde de l'industrie sur les usages et où est-ce qu'on en est? En gros, on vient d'un monde où, au début, comme je l'ai dit, les tout premiers pionniers, c'était dans des centres de recherche académiques. Puis, il y a eu quelques entreprises qui se sont équipées de grands systèmes qu'on appelle des caves, qui sont des grands... Qui connaît le mot cave, tiens, avant que je le définisse? Ouais, pas beaucoup. En gros, un cave, c'est un espace cubique, en général, qui fait à peu près 3 mètres par 3 par 3, dont les surfaces sont des écrans, rétroprojetés, en général, et avec un système de tracking, de capture du mouvement de la tête, qui fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce job de permettre à l'ordinateur, donc aux ordinateurs en l'occurrence, d'ajuster la perspective et de donner cette illusion, de créer ce sentiment de présence. Ça coûte à peu près 1 million et quelques. Donc c'est très cher. Et il n'y avait que dans des industries où le retour sur investissement était avéré, comme l'industrie automobile ou l'aviation, parce qu'on était en mesure, on est toujours, hein, de faire des prototypes virtuels qui permettent de prendre des décisions. Et donc, si on évite de construire un prototype physique, parce qu'on a un système qui permet de le faire en virtuel, un prototype physique, de toute façon, ça coûte 1 million d'euros. Donc, en gros, ça coûte le prix du grand système de VR. Et donc, ces gens-là, effectivement, bon, après, il faut l'entretenir, il faut du staff, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais en gros, il y avait une vraie logique économique. Et il a fallu attendre, en gros, le milieu des années 2010 pour que viennent ces casques de réalité virtuelle portés par des marchés grand public, entre autres Oculus, qui après a été racheté par Facebook, maintenant Meta, pour que arrive enfin le moment qu'on espérait tous dans notre communauté, qui est que ça ne coûte plus que quelques, allez, on va dire 1 millier d'euros, 10 000 euros si on met l'ordinateur surpuissant, machin, et pas 1 million. Donc c'est quand même un facteur 100, c'est quand même pas rien. Donc évidemment, les choses se sont accélérées, se sont énormément transformées à ce moment-là. Et ce qu'on est en train de voir, donc du coup, je vais vous expliquer quelques usages qui sont dans cette catégorie-là, et après je reviendrai sur cette slide pour parler de la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi ça marche? Je l'ai expliqué, la boucle sensorimotrice, en fait, elle permet d'offrir aux utilisateurs une expérience qui est très naturelle, puisqu'elle parle au cheval, et aussi
très simple. En gros, il n'y a pas besoin d'apprentissage pour savoir faire ça, à part que ma bouteille, elle fuit. Ça, il y a besoin d'apprentissage. Mais en gros, on sait tous faire ça, on sait tous faire ça, et on sait tous attraper quelque chose. Donc, a priori, n'importe qui peut être dans un univers 3D sans avoir besoin d'une formation pour manipuler, alors, soit un contrôleur de console de jeu. Si vous jouez avec un gamin, il vous met une tannée directe parce qu'il est capable d'apprendre les combos de touches, etc. Mais en gros, on ne peut pas se balader dans un univers 3D sans quelque chose de très compliqué en termes d'interface, surtout quand l'image et l'univers est représenté à plat sur l'écran. En revanche, quand on est dans l'univers 3D, eh ben, tout le monde sait faire. Cette boucle sensorimotrice simplifie l'expérience, la rend simple, accessible à tous, et du coup permet d'ouvrir les portes, entre guillemets, de notre néocortex, entre autres, soit en étant en mesure de faire rentrer des choses dans la tête, soit être en mesure de faire sortir de la tête des choses utiles. Et donc, on va voir quels sont les usages qui permettent de faire rentrer ou sortir des choses de la tête, si tant est qu'on puisse utiliser un modèle aussi simpliste. Voilà en gros les 6 grandes bonnes raisons d'utiliser ces technos-là. Déjà, on peut imaginer et concevoir d'une manière nouvelle et différente. Alors, les professionnels, jusque-là, ils utilisaient des tablettes, des écrans sur lesquels ils dessinaient. C'était déjà une première forme d'immersion parce que quelque part, il y a déjà ce geste et ce bouclage sensorimoteur. Maintenant, ça, c'est nos solutions en situation vraiment. Maintenant, avec un casque et des manettes, on peut directement être dans la scène et venir rajouter des éléments, du coup, de façon très, très naturelle et très, très instinctive. Et la créativité des personnes qui utilisent ce type de système chez les professionnels en est largement accélérée. Mais là où c'est encore plus puissant, c'est quand on prend n'importe qui, puisqu'on a dit que ça simplifiait largement l'expérience, et qu'on dit à cette personne, bah, vas-y, c'est comme du light painting, tu fais ça dans l'espace, et ben ça laisse un trait dans l'espace. Et tu es dedans, et puis si tu as envie de raconter ou de représenter quelque chose, et ben tu peux le faire. Là, c'est vraiment un groupe de créativité, de gens qui réfléchissent à comment modifier un process, ou bon, peu importe. Mais ils sont en train de réfléchir et d'utiliser cette pâte à modeler digitale, spatiale, pour exprimer des idées. Et ça, du coup, ça permet d'inclure, en l'occurrence, dans le process de conception, des personnes qui seraient potentiellement les destinataires de ce qu'on est en train de concevoir. Des usagers, tout simplement. Donc n'importe qui peut prendre part au processus créatif. Et ça c'est quand même très très nouveau et très très puissant. L'immersion permet de comprendre. On l'a dit tout à l'heure, la mémorisation, elle se situe, en tout cas il y a un catalyseur indispensable dans le cerveau profond, dans le cheval. Et donc je dis n'importe quoi en fait. C'est pas la bonne slide. Le commentaire, il correspond à la slide d'après. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que quand on a des données très compliquées, et ça peut être des données médicales, et que on veut comprendre en fait ce qu'il y a dans ces données, et ben vaut mieux être dans les données, quoi, plutôt que de les regarder de loin. Et vaut mieux avoir la capacité. Donc là, on a un crash test. Hein, c'est vraiment une simulation d'une voiture qui vient s'écraser contre un obstacle. Et on vient la disséquer, entre guillemets, avec donc, cette tablette immersive qui est comme un cave sur la table. Et vous allez voir, donc on peut aller en avant, en arrière, on peut l'attraper, on peut enlever des morceaux. Et donc en gros, on va fouiller dans cette masse de données pour essayer de comprendre et d'avoir les insights dont je parlais tout à l'heure. Ici, c'est un autre exemple du genre. On est dans une usine. L'usine, il y a un problème. Eh bien, son jumeau virtuel, on va l'explorer comme si on y était. On va lui demander à telle pompe, à tel capteur, pourquoi tu ne marches plus, depuis quand tu ne marches plus, et pourquoi tu me dis ceci et cela. Et en fait, on va comprendre ce qui se passe sans avoir besoin d'y aller. Et après, on va y aller pour aller réparer. Mais donc, du coup, voilà, on comprend mieux les choses quand on est dedans et qu'on peut les manipuler très facilement.
la formation dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est un exemple. On était sur un événement. J'ai gardé cette vidéo parce que je la trouve assez intéressante. Dans l'industrie, en particulier des grands équipements dangereux, ça c'est un cas d'EDF par exemple, on apprend à décommissionner une centrale, par exemple. Donc on va faire des gestes. Et il est clair que c'est bien le cheval qui doit savoir faire les gestes et qui doit prendre des décisions très vite, de façon instinctive. Et donc, du coup, inclure le corps dans le processus, ça permet de rendre la chose instinctive, parce que le jour où on a besoin d'utiliser les connaissances, elles vont se dérouler d'une manière bien plus rapide. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que sur certaines activités, hein, donc des procédures en particulier, ou des gestes, apprendre grâce au virtuel est extrêmement efficace et très compétitif par rapport à apprendre dans la réalité. Parce que typiquement, arrêter une vraie centrale nucléaire, par exemple, c'est 1 million d'euros par jour. Donc ça fait un peu cher la formation pour le grutier ou ces gens-là. Guider. Ce qu'on voit là, on est chez un constructeur aéronautique, je pense. Et vous voyez que le truc qu'on balade devant vient projeter de l'information directement sur la carlingue de l'avion. Le prochain point, c'est promouvoir. Alors, promouvoir, je l'ai représenté avec un paquet de céréales, vraiment quelque chose qui est dans la très grande consommation. Mais en gros, on a conçu un équipement, un machin. Comment est-ce qu'on le vend? Comment est-ce qu'on donne envie aux gens de l'acheter? Et un des grands leviers de la réalité virtuelle, c'est l'effet wow, en gros. C'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est intéressant. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en visitant CARPAP, on parlait de réalité virtuelle dans les activités, entre autres de rééducation vestibulaire en particulier. Et le fait qu'il y ait des systèmes immersifs, ça attire des gens et des employés, entre autres, ou des personnes qui seraient susceptibles de l'être. C'est waouh la VR, c'est magique, parce que justement ça va parler au cheval et donc on ne comprend pas, notre néocortex, il n'arrive pas à choper le truc, mais on comprend qu'il se passe un truc. Alors là en l'occurrence, créer du trafic sur Internet, on a fabriqué un jeu en réalité augmentée qui utilise un paquet de céréales avec un espèce de QR code derrière, qui est reconnu par la caméra de l'ordinateur. Et où on a du coup l'impression qu'il y a une espèce d'effet miroir et on joue avec le paquet de céréales. C'était un partenariat aussi avec EuropaCorp, les Minimoy. Et ça a fait, je ne sais quel... des millions de vues, entre guillemets, mais surtout Nestlé, donc les céréales, ça a augmenté leur chiffre d'affaires de 0,1%. Et juste la part de marché 0,1%, c'est juste... ils n'y croyaient pas. Mais ils avaient les chiffres. Et nous, on avait fait ce truc-là en sentant que ça risquait de marcher, mais on n'avait pas mesuré combien ça avait super bien marché. Vendre, alors après avoir promu, on peut vendre et on pourrait dire aussi configurer ou essayer. Ça, c'est une campagne qui a été faite en vrai avec la marque DS, et en l'occurrence la DS3 à l'époque, où je crois qu'au final, sur 200 concessions automobiles, des gens viennent, s'assoient sur un siège et on leur met un casque sur la tête et ils se retrouvent à l'intérieur d'une voiture. Ils peuvent en sélectionner tout un tas d'options, de matières, de variantes, de matériaux, d'options diverses et variées. Et à la fin, de configurer, voilà, valider en fait un choix en ayant fait l'expérience. Et l'expérience de « ouais, j'aime bien cette voiture, je suis bien dedans », ça se fait avec le cheval, on est d'accord? On n'est pas en train de réfléchir « ouais, est-ce que je l'aime bien ce truc ?» Non, on kiffe ou on kiffe pas la voiture, et c'est comme ça. Et, dernier point, en santé, en fait, on peut utiliser quasiment la même terminologie pour expliquer, en fait, pour faire la même chose. Ici, on est en train d'imaginer, de concevoir un processus thérapeutique consistant à mettre un stent sur
une aorte, ou je ne sais quel vaisseau, où il y a de l'artériosclérose ou je ne sais quelle pathologie. Et on vient expérimenter avec de la vraie simulation des éléments finis, de la résistance des matériaux, etc., comment le stent il va s'ouvrir au bon endroit. Et on va valider que la simulation fluidique, du coup, elle s'améliore dans le virtuel. Et ça, c'est pas du... Tout ce que je vous montre là, c'est vrai. Hein. Ça s'appelle Living Heart. C'est un projet qui a été développé à l'origine par Dassault Systèmes en partenariat avec tout un tas d'universités et où on sait quasiment modéliser le comportement d'un cœur virtuel et l'explorer dedans pour aller s'assurer qu'on a bien compris comment ça marche. On peut se former, on peut apprendre l'anatomie et tout un tas de choses. Guidé, j'ai pas mis grand-chose parce que pour moi, c'est encore de la science-fiction. Surtout, alors, on sait le faire sur des tissus, sur des trucs durs. C'est-à-dire qu'on sait par exemple guider une chirurgie du cerveau parce que le cerveau, il est dur. Donc en fait, en attachant des cibles ou des éléments ou en faisant de l'analyse d'image, on sait traquer la tête de façon très fidèle et donc après projeter dessus le point où il faut insérer ou indiquer dans quelle direction le chirurgien il doit mettre son instrument. Mais je dirais que pour le moment, moi perso, si on me proposait de m'opérer comme ça, je ne serais pas forcément super content. En revanche, si j'avais un cancer et qu'on devait me traiter en radiothérapie, ça c'est un projet qu'on a fait avec l'Institut Hartmann et Elsan, enfin je crois que c'est l'un possède l'autre, qui consiste à expliquer, alors j'ai mis promouvoir, ça pourrait être sensibiliser, ça pourrait être expliquer, ce qui va se passer quand ce gros robot qui fait beaucoup de bruit et qui est quand même gigantesque, hein, il va tourner autour de moi, les patients sont ultra stressés et ils ne peuvent pas aller visiter en vrai la salle de radiothérapie parce qu'elle est pleine du matin au soir, ils sont au taquet parce que chaque minute perdue sur cet équipement, c'est des patients qui ne sont pas soignés. Donc, il est indispensable de permettre de vivre l'expérience de ce que sera la thérapie, mais en virtuel, pour déstresser le patient. On est en train de faire un protocole, une étude clinique avec l'Institut Hartmann pour mesurer si effectivement le virtuel apporte dans ce cas-là toutes les vertus qu'on imagine en termes de déstressage et pourquoi pas de réussite clinique en tant que telle sur le résultat. Et puis vendre quelque part, et on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, mais le dialogue qui peut s'instituer entre un thérapeute et un patient et expliquer et permettre à la personne qui va suivre une intervention de choisir finalement différentes options et de comprendre les risques de telle option ou de telle autre option et de faire comment on appelle ça, un consentement éclairé, merci monsieur, on peut le faire tout à fait avec du virtuel parce que si je dois aller expliquer, si j'ai que des mots, c'est la catastrophe ce truc, si j'ai que des mots pour expliquer ce qui va arriver à mon patient ou si moi patient, en fait, je ne vois pas le truc, en fait, je ne suis pas dedans, je vais avoir du mal à comprendre. Donc voilà le pendant en B2B en santé. Et on n'a pas fini avec le B2B, mais ça va aller vite. Où est-ce qu'on s'en va, comme disent les Québécois? On s'en va vers un espèce d'âge de la commoditisation. En gros, la VR, ça va devenir une commodité comme les ordinateurs le sont, comme nos téléphones le sont. N'importe qui, au travail, va peut-être pouvoir disposer de ce type de technologie. Alors, est-ce que c'est très bientôt? Moi, j'ai mis 2025 et quelques. En tout cas, il y a pas mal de gens qui se bousculent au portillon, et en particulier un acteur qui n'est pas un petit acteur, puisque c'est Meta, ex-Facebook. Et voilà ce que Meta envisage de nous faire utiliser au travail pour augmenter nos capacités d'interaction et de collaboration. Entre autres parce que, vous l'aurez tous compris, notre rapport au travail a quand même beaucoup changé. Alors, le télétravail s'installe énormément, s'est installé grâce à la pandémie. Et donc, finalement, être en mesure de se retrouver ensemble
sans avoir besoin de déplacer son corps, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et alors, est-ce qu'on a envie d'avoir ce look cartoon? Je ne sais pas, je pense pas en vrai. S'ils utilisent ce look cartoon, c'est parce qu'en fait, au moment où c'est sorti, ils savent pas, ou ils savaient pas encore, passer de l'autre côté de ce qu'on appelle l'uncanny valley. En gros, d'être suffisamment réaliste pour que on ne soit pas en train de se dire mais c'est bizarre ce truc. Bon, je vous reparlerai de l'uncanny valley si ça vous intéresse. Mais en gros, on en est plus ou moins là, et c'est pas encore totalement certain qu'on ait tous cette capacité à faire des réunions en VR. Moi j'y crois pour des raisons que je pourrais expliciter, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on avance un petit peu pour tenir plus ou moins le temps de présentation que j'avais envisagé. Alors, en B2C, qu'est-ce que ça donne? Ben, en gros, les analystes aujourd'hui, ils se sont tous dit « Ouais, la VR, en fait, c'est n'importe quoi, ça décolle pas. » Parce qu'en fait, ils parlent de la VR B2C, de la VR où on aurait chacun chez soi un casque, à nous, tous les jours, tout le temps. Mais en fait, évidemment que du jour au lendemain, on n'a pas eu des smartphones, tous chacun dans notre poche. Le premier ordinateur, téléphone portable, c'était une valise. Donc avant qu'on en soit à tout savoir, ce qui serait peut-être autour des années 2030, des lunettes qui auraient un form factor, comme on dit en anglais, qui ressemblerait à des lunettes de vue, et où finalement qu'on puisse porter en permanence, il va se passer quand même pas mal de temps. Et entre autres, il se passe du location-based VR. C'est-à-dire qu'on va dans un endroit dédié, en tant que consumer, en tant que monsieur et madame tout le monde, pour vivre une expérience. Donc typiquement, on va dans un parc à thème, où on va voir Notre-Dame, ou les pyramides de Khéops, ou la grotte de Lascaux, ou le musée des dinosaures, dans un endroit où on va vivre une expérience, parce qu'on n'en a pas chez soi. Et parce qu'en fait, on n'en a pas besoin chez soi pour le moment. Parce que finalement, c'est très bien d'aller faire une sortie pour aller vivre quelque chose. Et on va aller faire du shopping, comme je l'ai dit tout à l'heure. Finalement, on veut acheter une bagnole ou un appart. Un appartement sur plan, c'est quand même pas mal de l'essayer avant de l'acheter. Ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, voire plus. Si on peut vivre l'expérience avant de l'acheter, c'est quand même mieux. Mais il faut y aller dans l'endroit qui a le casque. On va aller à l'école, avoir, heureusement, j'espère, en tout cas pas tout le temps, mais faire des TP virtuels. On fait des TP. Pourquoi on fait des TP? Parce qu'on retient mieux, hein, on se l'est dit. Le corps, la mémorisation. Un TP en VR, c'est pareil. Donc on va voir arriver des choses, peut-être pas avec des casques, peut-être avec ces espèces de tablettes immersives que j'ai montrées dans certaines vidéos. Et puis, on va se faire soigner dans des centres de rééducation. Et ça existe. Ça existe chez Carpap, entre autres choses. Il y a un peu l'équivalent sur du B2B2B, mais ce n'est pas très intéressant pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Apple a révélé la sortie d'un nouveau casque qui est un casque de réalité augmentée, mais en fait, c'est un casque de réalité mixte. En gros, on voit le monde réel à travers une reconstitution qui est faite à partir de vidéos et puis d'IA et de tout un tas de trucs derrière. Mais on voit le monde à travers, en fait, pas avec des lunettes transparentes comme celle-là, mais avec des écrans de réalité virtuelle et un système qui filme et qui reconnaît le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un casque. Maintenant, tout le monde appelle ça un casque de réalité mixte, mais en gros, voilà. Et finalement, si on regarde, je les ai mis sur la même ligne, c'est les mêmes usages, mais cette fois-ci, déportés chez nous. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire du shopping depuis chez nous, donc pas uniquement de trucs très chers qui justifient qu'on aille dans un endroit, mais est-ce qu'on va aller dans un supermarché virtuel pour aller faire ses courses et à quoi il va ressembler? Moi, je pense que ça aurait beaucoup de sens. Il n'est pas obligé de ressembler au super moche dans lequel je vais quand je vais faire les courses. On va apprendre des choses, toujours, heureusement. Et on va se soigner de chez soi, peut-être. Il y a un usage qui, moi, je pense, peut décoller vraiment, c'est l'exergaming. Donc, un mot valise entre faire de l'exercice de façon ludique
C'est vrai que si chez moi, je joue, il y a un jeu très célèbre qui s'appelle Beat Saber. En gros, d'ailleurs, où j'ai beaucoup joué pendant la pandémie, j'avais ramené un casque et un gros ordi chez moi. Et en gros, il y a des machins qui nous arrivent dessus avec un sabre laser. On vient les dégommer le plus vite possible en rythme et tout. C'est assez sympa. Bah ça c'est un usage où finalement, moi, je serais prêt à acheter un casque à 300 €. Si j'en avais pas eu un au bureau, j'aurais acheté un casque à 300 € rien que pour faire ça, quoi. Et tout ça pour dire qu'on est sur des usages, en fait, je parle de killer usage, c'est-à-dire vraiment de niche dans lequel on peut investir sur un usage, enfin, acheter une technologie juste pour un usage, ou peut-être deux, mais ce n'est pas ce que les gros nous réservent, puisque ces gros, ils veulent qu'on ait tout le temps des lunettes sur la tête. Ils veulent que ces lunettes soient... du coup, c'est pas qu'ils veulent, mais la seule façon qu'on ait des lunettes tout le temps sur la tête, c'est qu'elles soient ultra légères, qu'il n'y ait donc pas d'unité de calcul, ni de stockage, ni de batterie. Donc en gros, qu'on soit en 5G. Et la 5G a quasiment été inventée pour ça. Hein. Donc en gros, le calcul, il va se faire sur des serveurs qui vont renvoyer l'image, le son, les vibrations s'il y en a. Et du coup, on aura du coup des lunettes très très légères. Donc ça paraît génial comme ça, technologiquement. Enfin, je veux dire, on se dit, ouais, c'est une solution. Mais il y a un gros problème. On va voir si vous êtes encore suffisamment attentifs, parce que C'est quoi le problème? La dissociation? Alors oui, effectivement. Il peut y avoir une conséquence sociale, enfin, en tout cas, très importante, c'est de se retrouver à confondre le réel et le virtuel, ou en tout cas... D'accord. Moi, ce que je pense qu'il est extrêmement problématique, c'est que du coup, nos données, elles sont sur le cloud, elles sont sur le serveur. Puisque tout se calcule là-bas, il va bien falloir que j'accepte, en tout cas que quelqu'un me propose un outil qui me donne suffisamment confiance pour que j'accepte en permanence que mes moindres mouvements, mes moindres gestes, et pire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces casques, potentiellement, ils regardent le monde en permanence pour se localiser, pour se traquer, pour le reconstituer et pour le comprendre. Donc en gros, à partir du moment où j'ai ce genre de système sur la tête et où il y aura des caméras, celui qui analyse les données que j'envoie, il sait où je vis, il sait si je vis dans un truc petit, grand, comment je me meuble, il connaît les marques de tous les produits qui sont chez moi, il connaît mes moindres faits et gestes, même si je ne m'authentifie pas, il me reconnaît d'une fois sur l'autre. Il y a des publications très précises qui montrent qu'en fait, en 10 secondes, on sait reconnaître une personne, rien qu'à la façon dont elle se déplace, et sans parler évidemment de l'iris, des fixations, etc., puisqu'il y a des caméras qui regardent aussi à l'intérieur, il y a des systèmes myoélectriques éventuellement qui analysent mes mouvements faciaux et mon activité musculaire pour reconstituer un avatar aussi réaliste que possible derrière mon casque pour que les personnes avec qui j'interagis à distance réussissent à me reconnaître, etc. Donc vous avez bien compris que ça pose des enjeux qui sont absolument colossaux. Donc ça peut faire partie des sujets dont on peut parler. C'est pas ce qu'il y a de plus... du coup, malheureusement, c'est... Enfin voilà, il faut prendre le sujet avec sérieux. Et on peut même... Je vous tiens encore 2 minutes avant qu'on passe à des questions-réponses ou je ne sais pas quel divertissement. Ça va, Pascal me dit, c'est bon. Mais si on regarde bien, ça c'est une slide qui explique un petit peu comment finalement certaines personnes confondent, assimilent le métavers au Web 3. En gros, le Web 3, c'est une réponse au Web 2, qui lui-même était une réponse ou une évolution du Web 1. En gros, le Web 1, on faisait des sites web, et puis voilà, on les poussait. Le Web 2 est arrivé, le User Generated Content. En gros, ce sont les internautes et les mobinautes qui nourrissent les plateformes de contenu. On se filme, on se raconte, etc. On donne son avis. Mais le problème, c'est que du coup, on gave les GAFA de data et nous mène par la peau du striatum, en gros.
Et du coup, le Web3 est une réponse à ça, où on a décentralisé les données. On utilise la blockchain, qui est une technologie qui permet de garantir qu'il n'y a pas de manipulation sur les données. Et voilà. Mais du coup, en fait, ce qu'on constate, c'est que les GAFA, ils nous donnent une identité, puisqu'on s'authentifie. Ils régulent les transactions monétaires, parce qu'on peut acheter ou pas des biens dans ces univers virtuels. Ils ont des conditions d'usage et de vente. En gros, c'est du droit. Ils nous imposent une réglementation. Mais en gros, donc, c'est la législation. Et puis, ils peuvent bannir des personnes. C'est de la justice. Ils collectent des datas. Donc ça, on l'a dit. Bref, ça, c'est des pouvoirs régaliens. Et normalement, ce n'est pas une entreprise qui a ces pouvoirs. C'est une autorité qui a été élue par les citoyens, ou alors ça s'appelle une dictature. Donc voilà, ça pose des gros problèmes, tout ça. Et c'est pour ça que, aussi, heureusement, il y a des associations qui se mobilisent pour potentiellement aider les gouvernements à rester à jour aussi sur les enjeux et éviter qu'on se fasse complètement manipuler, qu'on perde notre souveraineté, qu'on nous impose une culture qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, en particulier américaine. Je ne suis pas du tout américanophobe, mais je pense qu'en Europe et en France, pays des droits de l'homme, on a une façon d'appréhender la gouvernance de ces territoires digitaux, fussent-ils digitaux, d'une manière beaucoup plus éclairée et démocratique et différente. Je crois que j'en ai... oui, donc à Gisson, il y a des associations qui veillent un peu au grain, vous pouvez les rejoindre. La FXR, c'est une association d'individus, donc en fait, vous pouvez adhérer, ça nous aide à continuer de pouvoir mobiliser, créer des événements, etc. Je fais la charité, moi aussi. Voilà, et je crois que j'ai fini sur la première partie. Je vous remercie. Merci beaucoup, David. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à David? Oui, François. Bonsoir. Moi, j'en ai une sur le dernier sujet des données. La communauté européenne fait un certain nombre de choses dans ce sens. Je crois que c'est Thierry Breton, le commissaire, qui gère ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va dans le bon sens pour nous protéger? Oui, oui. En fait, on peut être assez fier, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne, de la prise de conscience qu'ont eu nos politiques sur ces sujets-là. On a beaucoup milité au sein du CNXR en particulier pour éclairer nos politiques. Et ne serait-ce qu'à l'échelle française, Jean-Noël Barrot, franchement, il a plutôt tout compris. Il a compris qu'il faut soutenir à la fois la filière économique, les entreprises et le tissu français et européen où il n'y a pas de géants, mais c'est plutôt un écosystème assez fragmenté. Et il est en train de lancer des appels. C'est entre le ministère de l'économie, le ministère de la culture. Non, oui, ils réagissent bien. Et là, le grand sujet, c'est de réussir à ne pas refaire la bêtise, entre guillemets, du RGPD, où en gros, on a légiféré après, parce qu'on s'est dit, oh là là, attends, ils sont en train de nous piller, et nous, en Europe, on ne veut pas ça. Donc, on a imposé un truc à la con, qui est, est-ce que vous acceptez les cookies, les machins, les trackers? Donc ça, c'est la partie ingérable et débile du RGPD. Mais la partie émergée est que toute entreprise qui exploite les données doit le faire en opt-out, enfin en opt-in et pas en opt-out. Donc en gros, il y a une législation qui oblige à faire des choses comme il faut. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'expérience utilisateur, elle est pourrie, puisqu'on on dit oui ou non, mais on ne dit pas et on s'en fout. Et donc là, les appels qui vont être faits demandent à ce que les personnes qui y répondent fournissent des briques qui sont éthiques by design. Ils cherchent des API, ils cherchent des briques qui vont permettre de baser en fait, les développements de ces univers virtuels, de ces mondes virtuels, de telle sorte que dans la technologie, il y a la dimension éthique du droit, de la protection de la vie privée, de la protection de la propriété intellectuelle.
entre autres choses. Et qu'est-ce que vous pensez de Thierry Breton en lui-même? Bah, il est pas mal. Non, mais franchement, plutôt, ouais, bien. Ouais. Ça bosse, quoi. Ouais. Ça bosse. Ah, c'est surtout la commission qui Oui, bosse. après lui, il présente. Ouais. Il n'est pas là ce soir. Donc, Il n'est pas là. On n'a pas pu le prendre. Est-ce qu'il y a une autre question pour... Ah, c'est bon. c'est bon. Non, t'es pas lié. Ça va. Une autre question? Après, c'était dans... Question, une remarque. Et puis, on peut s'en reparler aussi. Vous êtes pantois? C'était clair? C'était clair. Ouais. Ok. Oui, si. Si. Pascal? François, une autre question, sinon. Pascal? Oui, moi je voulais interroger David sur si demain, voilà, il y a tout ça qui se met dans notre société, comment voyez-vous l'exercice du mécénat et la philanthropie dans un monde de ce type? Voilà, c'est totalement désintéressé comme question, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Alors moi, je crois beaucoup au modèle du mécénat, plutôt qu'au modèle de la publicité pour financer des activités, quelles qu'elles soient. Donc, effectivement, on peut faire des événements dans lesquels il va se passer des trucs chouettes et on va avoir envie d'y aller et on va donner de l'argent en échange du fait que une partie sera reversée à un fonds de dotation ou une fondation. Donc oui, pourquoi pas proposer ce moment. Là, le moment, il est un peu intellectuel, pas mal gastrique, alimentaire, enfin, je veux dire, dégustatif. Donc, c'est un moment de plaisir qui permet de récolter des fonds. Ce moment de plaisir, on peut tout à fait l'envisager sur une plateforme métavers comme un loisir. Ça répond à ta question. Comme ça, chacun mange qui veut. Voilà. Alors, c'est sûr que autant on sait bien recréer la vision, l'audition, une partie du toucher, la proprioception, on l'aura toujours, certaines sensations tactiles, certaines sensations haptiques, mais alors au niveau du goût, de l'odorat, évidemment, faire une bouffe en virtuel, c'est quand même pas évident du tout. Et on est quand même des animaux, hein, on est quand même des chevaux, mine de rien, et donc on ne pourra pas tout remplacer, et heureusement, voilà. Oui, on est content d'être là ce soir en plus ensemble. Ouais. Vous êtes contente en tout cas. Oui, François, une autre question? Ah, François est très curieux. C'est par rapport aux avatars que vous avez montrés sur Meta, qui a pas mis encore des vrais visages. Mais il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques temps de Zuckerberg qui se fait interviewer par un journaliste et ils sont à 1000 km d'écart, je crois. Et le journaliste disait que c'était vraiment bluffant, quoi. Il pensait qu'il était à 2 mètres. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment pas loin. Quoi. En fait, cet Uncanny Valley, on commence à envisager de le dépasser. Donc ce degré de réalisme qui est nécessaire de dépasser pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'étrangeté. Parce qu'à partir du moment où on voit un personnage qui ressemble vraiment à un humain, tout à coup notre cerveau il nous dit ok, c'est un humain, je vais regarder ses yeux, je vais regarder ses gestes et je vais porter une attention qui est bien plus intense que si je regarde un dessin animé, un personnage cartoon. Et donc voilà, ce chiasme, cet écroulement, il questionne. Donc oui, on commence à réussir à reproduire des personnes en temps réel qui portent un casque. Donc comme je disais, il y a des caméras qui regardent les yeux à l'intérieur, il y a des capteurs myoélectriques qui captent l'activité musculaire pour recréer toutes les rides et toutes les activités et toutes les expressions sans qu'on ait eu besoin en amont de les apprendre, enfin de les faire apprendre. Mais c'est clair que l'IA là-dedans, il suffit d'avoir une vidéo de quelques minutes d'une personne en train de parler, enfin d'être elle-même, pour qu'on sache associer et on sache animer cette personne-là. On voit ce que l'IA générative fait. Je pense que depuis, il y a encore eu des progrès et ça ne va pas s'arrêter. Donc oui, il est fort probable qu'un de ces quatre, on réussisse à transmettre une image de nous, quand bien même on a un masque sur le visage, qui est tellement
proche de nos expressions qu'on ne puisse plus faire la distinction entre le virtuel et le réel. Oui. C'est grave? Je répéterai, dites-moi. Alors oui, je répète la question pour le... C'est grave parce qu'on peut avoir des personnes synthétiques. Bah, en fait, on les a déjà, les personnes synthétiques. Les deepfakes, aujourd'hui, on a vu des vidéos du pape en doudoune, de Macron en train de faire je ne sais plus quoi. Aujourd'hui, effectivement, l'IA donne la possibilité de faire croire que ce qu'on est en train de voir est la réalité. Et du coup, alors, c'est plutôt le cavalier à qui on s'adresse aujourd'hui. Demain, ça sera le cheval. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait arriver vers moi dans un univers virtuel et je me dis « Ah, bah, chérie, qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est ma femme, par exemple. Sauf que c'est pas ma femme. Et donc ça, c'est super grave. Qu'est-ce que tu dis? C'était toi. Damn it. Donc là, effectivement, et la XR vient rajouter une dimension qui est le fait de nous toucher encore plus, mais d'un phénomène qui est en train d'arriver, peut-être, j'espère pas, qui est super grave, oui, effectivement. Parce que ça veut dire qu'en fait, la réalité, on va finir par ne plus croire en la réalité. Et c'est ça le vrai gros problème de tous ces fakes. Voilà, j'ai le micro, j'en profite. Allez-y. Je voudrais apporter mon impression, mon témoignage d'abord, peut-être une question par la suite, mais si je fais la synthèse de cet exposé qui a duré une 50aine de minutes, je trouve autant de sujets, on va dire, qui me contentent que de sujets qui m'effraient. Ce qui peut me contenter, ce qui peut me plaire, c'est effectivement toutes les applications qu'on a vues. Dans un premier plan, on a vu plein d'applications, santé, etc. Donc là-dessus, pas de problème, pourquoi pas. La dernière partie, par contre, m'effraie beaucoup. Je suis très effrayé parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que toute cette réalité virtuelle, peu importe le nom qu'on lui donne, puisse être contrôlée à distance par une entreprise malveillante ou un organisme malveillant. Et effectivement, pour moi, le gros souci, c'est la protection des données, bien évidemment, de nos données personnelles et de la manipulation qu'on peut en faire. Donc, je suis très perplexe, pour ne pas dire plus, sur l'avenir d'un homme augmenté, tel qu'on peut l'appeler. Je pense qu'il faut remettre beaucoup d'éthique là-dedans, parce que si on oublie tout ça, à mon avis, demain, c'est la machine qui gagne. Je vais le dire simplement, mais l'homme ne sera plus un homme, quoi. Et la démocratie ne sera plus non plus la démocratie. Voilà. Je le dis simplement, assez rapidement, mais c'est à peu près ce que je pense de ces 50 minutes. Notez bien que je ne suis que le messager. Tirez pas sur l'ambulance. Franchement, je suis avec vous. Et ce futur-là dont je parlais, qui est de se dire on aura peut-être des lunettes en permanence qui regarderont le monde et qui nous informeront sur tout ce qu'on y fait dans un monde mixte, etc. Est-ce que ce futur, il est souhaitable? Non, je ne crois pas. En même temps, mais dans les mondes professionnels, enfin B2B2C, oui, il est archi souhaitable pour les métiers qui sont pratiqués là. Donc on n'est pas obligé de faire le métavers, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la réalité augmentée et le fait d'être en permanence avec ces équipements. On peut se contenter d'une réalité virtuelle qui se passe dans un cadre contrôlé, où on n'a pas forcément besoin d'envoyer nos données dans le cloud, où il n'y a pas forcément des gens mal intentionnés derrière, avec des modèles économiques aussi qui peuvent être différents de ceux qu'on a connus aujourd'hui, en gros la pub. C'est pour ça que je parlais de mécénat. Je pense que si ces entreprises, en échange du fait que, enfin, le modèle du gratuit, mais où du coup c'est nous le produit, je pense qu'il est pas soluble dans le métaverse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps, on est bien niveau Oui, j'arrive.
Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, ça peut faire peur. Après, il faut remettre ça peut-être dans un contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle est essentiellement utilisée dans le domaine des jeux vidéo. Et deuxièmement, et c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est dans tout ce qui va être application, on va dire, médicale, où effectivement un cardiologue va pouvoir s'entraîner davantage à opérer un cœur, puisque les opérations de cœur, voilà, on n'en fait pas forcément tous les jours, mais il pourra peut-être opérer 2-3 fois par jour. Donc on est plutôt au stade de l'apprentissage. Après, là où je voudrais relativiser, c'est la consommation énergétique, qui est générée par cette prise de data, et je pense que vous le savez très bien chez Dassault Systèmes, dire qu'on ne peut pas à un moment, enfin 2030, l'horizon 2030 est trop proche, on va dire, pour pouvoir avoir le stockage de data et l'énergie suffisante pour pouvoir générer autant, on va dire, de flux et de gestion de data au millième de seconde près, etc. Donc, je pense que la recherche doit davantage se diriger vers ce qui est utile, les métiers en apprentissage, pour les pompiers, par exemple, etc. etc. Et c'est de plus en plus d'expérimentations qui sont faites. Mais n'ayons pas peur forcément non plus. Donc on a encore un peu de temps, mais vous l'avez dit à juste titre, réfléchissons avant sur l'éthique et sur les règles plutôt que de réfléchir après sur le RGPD. Mais on en est encore loin en termes d'énergie et de capacité de calcul. Voilà. Alors oui, c'est une très bonne remarque. La dimension environnementale, c'est un sujet clé dans la communauté scientifique et les communautés françaises de professionnels. Parce qu'effectivement, si pour pouvoir faire à l'échelle de la réalité virtuelle, il faut, que tout le monde achète un device. Et je pense que vous le savez, en France en particulier, parce qu'on a heureusement une électricité relativement décarbonée, le coût environnemental du numérique est essentiellement dans la fabrication et donc dans les périphériques grand public que les gens ont chez eux, à commencer par les télés. C'est sûr que si tout à coup il faut, en plus de la télé, du smartphone, de la chaîne Wi-Fi, du machin, avoir chez soi un nouveau device en plus, là clairement c'est pas jouable, rien que pour ça, indépendamment du débit des réseaux, des équipements et du cloud. D'autant plus que l'analyse des données peut être faite en local ou sur le edge, en tout cas, pas forcément besoin de tout ce débit-là. Et heureusement, on réfléchit à ces choses-là. Entre autres, moi j'ai entamé un projet justement de mesure de l'impact environnemental du métavers. Et on travaille avec des associations autres, dont le Shift par exemple, pour essayer de voir si on va se retrouver avec un effet de substitution, parce que c'est un peu l'argument d'Apple déguisé. Ils disent ouais, ça coûte 3 500 $, leur casque, mais finalement, vous n'avez plus besoin de télé, vous n'avez plus besoin de chaîne Wi-Fi, vous n'avez plus besoin de tablette, parce que finalement, vous avez, grâce à votre casque, autant d'écrans que vous voulez. Ça fait un casque chacun, quoi. Un casque chacun. Ouais. Donc il y a un effet de substitution possible, et malheureusement, il y a un effet rebond possible. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ouais, bah alors on peut faire tout ça, on va en faire encore plus, et on va encore plus avoir besoin de débit, encore plus avoir besoin de calcul, etc. Donc tout ça doit être super bien réfléchi, et il y a de la science pour mesurer des scénarios qui tiennent compte, en fait, de tout le contexte politique, technologique, de l'offre, de la demande, etc. Et objectivement, on travaille dessus. Mais oui, c'est un enjeu clé. Bien, ouais, on est bien. Est-ce qu'il y a une dernière, peut-être une ultime question? Non. Est-ce que quelqu'un veut savoir quel est le Super U de David qui n'est pas si top que ça? Il est à Clamart. Et figurez-vous qu'il est en pente, parce qu'avant c'était un cinéma. Et du coup, quand on a un caddie plein, dans le Super U en pente, ouais, il tombe. Alors que dans le métavers, on pourrait dire « Ah, enlève la gravité ». Ouais. Et voilà. Ouais, c'est le seul Super U en pente de France, sans doute. Sûrement. Ouais. Et je vous jure, ça vaut le coup, ça vaut le coup de savoir. Bon, merci beaucoup, David, pour cette conférence.
Merci à vous.